Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode, là, le 87e, si j'ai bien calculé, là, du podcast déjà, on se cachera pas, là, c'est probablement un de ceux qu'on enregistre. On enregistre le samedi, là, pour votre information, là, le 26, là, il y a tellement de choses qui se passent. Faut être caché sous une roche pour ne pas être au courant là, de ce qui se passe vraiment en Ukraine. Donc c'est certain que c'est un épisode un peu particulier à faire. On aime démystifier la finance et parler de sujets financiers, mais il y a des choses quand même beaucoup plus importantes. Vous allez voir, là, on fait un épisode en mode au son de la cloche et place au débat là, qui va être axé un peu sur le sujet de l'heure, essayer de démystifier des concepts qu'on entend beaucoup parler là, présentement au niveau des nouvelles avec les sanctions et tout. Là, mais c'est certain que le premier mot là, est bien évidemment pour un mot de soutien. Je pense que c'est important de le faire. Gab, probablement que tu voulais le faire également, là, mais on essaie, restons tous sains d'esprit et espérons que qu'un dénouement le plus rapide possible et courage à nos confrères ukrainiens. Là. J'avoue que c'est assez impressionnant de voir le courage là, dont ils peuvent faire preuve. Là. Donc, petite mention importante, je pense, au début de cet épisode. Tu sais, c'est pas l'enregistrement le plus plaisant à faire quand, effectivement, il y a ce genre d'atrocités qui se passent. Mais, effectivement, là, un épisode tout de même qui va être publié. Je te laisse Gab, peut-être faire un mot supplémentaire et également le disclaimer pour l'épisode d'aujourd'hui avec les opinions qu'on aura potentiellement dans la partie qui s'en vient. Ouais, bah c'est vrai que c'est un épisode un peu spécial. On est un peu à la veille d'une troisième guerre mondiale. Évidemment, on le sait tous. On souhaite évidemment, en tout cas pour nos amis ukrainiens, je pense pas qu'il y ait personne qui écoute le podcast, en tout cas en Ukraine. Si c'est le cas, bah bonjour puis bon courage. Hein, mais si on vient d'une ville, Montréal, vous le savez, hein, on l'a dit maintes et maintes fois, qui a une très grosse communauté aussi ukrainienne, donc une diaspora très importante. Et on pense à eux, évidemment. On est évidemment avec eux dans cette période très particulière et malheureusement très triste. Là. Je souhaite en tout cas le meilleur, là, et puis on espère en tout cas que Kiev va tenir. Là. On sait que c'est compliqué. On sait que on a un envahisseur là, qui a clairement dépassé les règles hein, du droit international. Là, vraiment, c'est euh, c'est vraiment dégueulasse, en tout cas, ce qui se passe. Et en tout cas, on souhaite que ça s'arrange pour le mieux. Et on le sait tous, la voie de la diplomatie, je pense que c'est la meilleure façon de résoudre, en tout cas, un conflit. Là. Puis, évidemment, on souhaite que revienne la paix, en tout cas. On pense pas que Vladimir Poutine va écouter ce message-là, mais si tu l'écoutes, s'il te plaît, calme-toi. Euh, mais euh, Exact. mais non, c'est vraiment très très triste. Évidemment, n'oubliez pas, pour ce qui est du disclaimer, tout ce qu'on va parler aujourd'hui, il ne s'agit que de notre opinion personnelle. Il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de placement, par exemple. Si on évoque en tout cas des actions ou ce genre de choses, consultez un expert si vous avez besoin vous avez des questions sur votre situation financière particulière. Quiconque est autorisé à émettre des recommandations afin de prendre le plan de match qui est le mieux adapté pour vous. Dernier petit message que j'avais. J'en profite en fait pour adresser juste une petite note de rappel. N'oubliez pas que si jamais vous avez des commentaires, etc., ou des idées que vous voulez nous donner, en tout cas sur le podcast, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de YouTube. On a reçu quelques commentaires, en tout cas sur la page App Store, ou en tout cas Apple Podcast, pardon. Alors, si jamais vous avez des questions, ce serait bien à des fins constructives de pouvoir les mettre aussi sur YouTube afin qu'on puisse s'améliorer et on vous fournir un contenu de qualité. Et pour le reste, je vous remercie aussi pour votre écoute et puis pour votre fidélité. On est très content en tout cas des chiffres en tout cas du podcast puis de votre fidélité. Alors, merci encore pour être là avec nous. Je pense qu'on peut passer après ce message un peu trop long, tu m'excuseras JP, au jingle. Absolument. Donc, lançons en force le au son de la cloche. C'est parti. Parfait. Donc sujet, comme on a dit, là, qui fait partie de l'actualité depuis quelques jours. Là. On veut démystifier là, le concept des transferts Swift, les messages Swift. Qu'est-ce que Swift? Pourquoi est-ce que soudainement un concept que certaines personnes qui faisaient des transferts internationaux, je parle à plusieurs amis français qui faisaient beaucoup de transferts pour venir étudier à Montréal. Le concept du Swift est bien connu effectivement dans la grande ville de Montréal avec, comme tu l'as dit, la quantité de ressortissants étrangers.
Mais on entend énormément parler de ce concept-là présentement comme étant un peu la sanction ultime que les pays occidentaux peuvent mettre en place, que les pays de l'OTAN peuvent mettre en place là, face justement là, à la Russie avec ce qu'on vit présentement. Donc, c'est un peu essayer de montrer c'est quoi ce concept-là. Je pense que c'est très important, encore une fois, comme on l'a dit, de l'introduire, mais aussi de lancer la discussion entre vous parce que c'est vraiment un concept pur de la finance. C'est rare qu'on a eu un concept qui était aussi pertinent que pour le podcast que de démystifier ceci. Là. Donc, pour votre information, SWIFT, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Et c'est un système là, qui, si je ne me trompe pas, c'est une coopérative. Le siège social est à Bruxelles, donc chez nos voisins européens. C'est utilisé dans plus de 200 pays, dont la Russie, bien évidemment. Et c'est un système là, de messagerie sécurisé pour faciliter les transferts d'argent à l'international. Énormément utilisé là, par les banques, bien évidemment. Là, c'est un peu le backbone du système financier en termes de transfert de sommes d'argent. Pour vous donner encore quelques informations, c'est 11 000 institutions qui sont membres justement du système SWIFT et on parle d'à peu près 42 millions de messages par jour là, selon des statistiques de 2021. Là, on parle de, je pense que c'était 11% de plus là, sur une base quotidienne que par rapport à 2020. Donc c'est quelque chose qui est énorme, c'est quelque chose qui, encore une fois, sans qu'on s'en rende compte réellement, est un peu là, les veines des transferts financiers interbancaires. Et encore une fois, c'est étonnamment la sanction ultime, là, comme on a pu le remarquer, qui semble être mise de l'avant là, si les pays de l'OTAN s'entendent tous ensemble. Donc c'est très intéressant d'en parler un petit peu plus. Je ne sais pas, Gab, si tu veux rajouter un petit peu d'informations sur le concept et ce que c'est concrètement que les transferts SWIFT. Ouais, bah le SWIFT, en fait, tu l'as bien dit, c'est un système de télécommunication, en fait, avant tout. Avant d'être un système de transfert de fonds. Il faut bien faire la différence en fait entre les deux. Souvent on a tendance à associer SWIFT entre guillemets à un transfert. En fait, c'est pas tout à fait ça. Le SWIFT en fait c'est un message. En fait, c'est un système de messagerie interbancaire et qui permet d'envoyer en fait des instructions de paiement standardisées. Donc vous connaissez peut-être tous en fait le fameux code BIC, donc Bank Identifier Code, qui est d'ailleurs une norme ISO en fait, qui est une norme international, qu'on appelle aussi souvent code SWIFT en fait. Donc souvent c'est un système que d'ailleurs que je connais bien puisqu'à l'époque, vous le savez dans mon ancienne vie, je faisais ce genre de transfert, en tout cas j'ai l'habitude de toucher à ce genre de message SWIFT. Et en fait c'est tout simplement en fait c'est un message standardisé qui contient des informations de paiement, comme par exemple le nom du destinataire, un message, donc par exemple pour dire pourquoi on envoie les fonds. Le numéro de compte, donc le code de la banque, l'adresse de la banque, etc. Donc tout ça permet en fait d'améliorer les transferts de fonds et ça permet en fait de donner des instructions claires. Comment ça fonctionne en pratique en fait, c'est que entre la banque A et la banque B, on va faire l'hypothèse que par exemple on envoie des sous par exemple du Canada en France par exemple. On va faire ça très simple. Imaginons moi j'ai un compte, je sais pas, à la banque X au Canada, puis toi, par exemple, JP, tu as un compte à la banque Y à Paris. Et bien en fait, ce qui va se passer, c'est que la banque va envoyer ce message SWIFT de X à Y qui va dire crédite le compte de JP de, je sais pas, 100 euros. Et moi, en contrepartie, je vais te devoir cette somme-là, en fait. Et tout ça, en fait, le règlement se fait en fait par la suite entre banques centrales, etc. Donc c'est un peu complexe, mais l'idée, c'est que la clé de voûte en fait de ce réseau-là, c'est ce fameux message et ce système de télécommunication qui est évidemment extrêmement sécurisé, qui n'est pas exempt de tout défaut. Hein. Je sais qu'il y a eu en fait même des problèmes en fait sur ce système-là. Je crois que c'était au Bangladesh, il y avait un piratage il y a quelques années avec des sous qui avaient été dérobés par des voleurs. Tu m'excuseras, là j'avais plus le nom exact, mais c'est pas un système qui est parfait, mais je te dirais il est conçu en fait pour amener énormément de sécurité. Il est conçu en fait pour que évidemment toutes les banques puissent communiquer entre elles. Donc c'est de là où vient effectivement l'idée de ce réseau-là. Et ce réseau-là, il est standardisé depuis les années 70. Tu vois. Il avait été fait à l'époque pour remplacer ce qu'on appelait les telex, là, qui étaient d'autres systèmes de télécommunication là, avec des papiers. Là, tu vois, souvent, là, ça venait avec un petit ruban de papier là, qui sortait, un peu comme un télégraphe. Et donc ça, c'était conçu évidemment pour amener beaucoup plus de sécurité, de la standardisation, si tu veux, dans les transferts bancaires. Et aujourd'hui, évidemment, on ne peut pas s'en passer. Tu vois, la plupart des entreprises, quand elles font des virements internationaux, elles passent par SWIFT.
Quand toi, t'envoies de l'argent à ta famille, il est fort probable que tu utilises Swift ou que ta banque utilise Swift, même si aujourd'hui il y a pas mal, et c'est là où justement tu voulais rajouter, je pense, un point de JP là-dessus, il y a quand même pas mal d'alternatives qui se sont développées en dehors de ce système Swift parce que il coûte cher, il est pas toujours hyper efficace, comme c'est manuel, entre guillemets, entre banques. Il faut que tu reçoives le fameux Swift, le code, que tu le décryptes et puis que tu aies une compensation entre les deux banques. C'est sûr que c'est un peu plus compliqué, si tu veux. Alors, beaucoup d'institutions, et je pense particulièrement à l'Europe, qui est vraiment, je pense, le meilleur exemple qu'on puisse avoir. Ils ont développé leur propre système de paiement interne, en fait, entre comptes bancaires, qu'on appelle le SEPA, donc le Single Euro Payment Area, et qui permet justement d'avoir des messages, mais qui sont pour le coup entre propriétaires de comptes. Donc c'est beaucoup plus efficace que le Swift, qui est beaucoup plus conçu pour des gros montants et puis des transferts en fait de grosses valeurs en fait. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, bah oui, ça a sa pertinence le Swift, mais évidemment à échelle locale, je pense pas que ce soit évidemment la solution de paiement la plus simplifiée. On le sait, la plupart des pays maintenant aujourd'hui ont leur propre compensation interne. Tu vois, les États-Unis ont un système qui s'appelle CHIPS, comme les délicieuses Lays, là, mais je veux dire, je crois, système de paiement interbancaire américain, je crois, un truc comme ça, là, le CHIPS qui est fait par la Fed. Le FedWire aussi, qui est un autre système de transfert aussi, qui est similaire à Swift, mais entre banques américaines. Et ce qui fait que, bah, tu vois, le Swift est vraiment quand même important, surtout pour des pays qui sont quand même connus pour être sous-bancarisés ou où tu as besoin d'avoir une confiance, entre guillemets. Et c'est vrai que je pense que ça va être la sanction, évidemment, fatale pour le coup, pour Vladimir Poutine, même si, bon, ça a balancé avec ce que tu vas nous dire dans un instant, JP. Là. Ben, exactement, c'est ça, parce que tu sais, c'est un peu si on ramène ça là, dans la logique justement de cette fameuse sanction-là. Tu sais, on parle de SWIFT depuis le début, on considère la Russie, je pense qu'il y a 300 institutions bancaires qui utilisent justement le SWIFT, là, ce système de messagerie-là. En Russie, c'est encore une fois officiellement, non officiellement, selon ce qu'on a trouvé, là, c'est le deuxième pays en termes d'utilisation là, du SWIFT à travers le monde. Donc, il faut quand même le dire derrière les États-Unis. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment la divergence d'opinion de différents experts. Justement sur pas la pertinence, mais l'impact réel qu'aurait cette sanction-là. Plusieurs personnes le voient comme on l'a soulevé, puis Gab, tu le mentionnais également là, dans la logique que c'est un peu. Il y en a qui font la comparaison en disant que c'est un peu comme si tu coupes Internet, là, au niveau d'un pays, là, c'est une ampleur drastique, encore une fois, pour les mouvements de fonds. On l'a mentionné également, là, certaines personnes vont cibler le fait que le budget fédéral de la Russie va en souffrir énormément, entre autres à cause de tous les transferts, l'achat et la vente de ressources, des commodités. Comme tu l'as dit, Gab, ça passe énormément par les transferts SWIFT, les paiements, si on parle seulement de l'Allemagne, par exemple, qui était un peu réfractaire à l'application unilatérale de cette sanction-là jusqu'à tout récemment. Je pense qu'aujourd'hui, ça a été annoncé là, que c'était ciblé sur certaines banques russes, mais c'est un peu cette logique-là, c'est la Russie en a besoin pour la majorité de la business qu'ils font, et on sait qu'il y a beaucoup de sociétés d'État dans les commodités, donc le budget fédéral, le gouvernement russe serait énormément affecté, selon un angle, par la fin des SWIFT. Par contre, au-delà de cette opinion-là qui est, oui, ok, ça serait d'une ampleur énorme pour la Russie, ça serait une sanction significative, la plus significative parmi toutes celles qui ont été mises en place par les pays occidentaux. Il y a aussi l'envers du décor ou l'envers de la médaille un peu qui est soulevé par certains en disant que il ne faut pas oublier non plus que depuis 2014, lorsque la Russie avait annexé la Crimée, encore une fois, on n'abordera pas ce concept-là, ça avait déjà pas de bon sens en 2014, on n'en parle même pas de ce qui se passe présentement, c'est encore pire, mais c'était déjà pas très optimal en 2014, mais la Russie a mis en place là, un système qui s'appelle le System for Transfer of Financial Messages, le SPFS, qui présentement, l'ensemble des banques russes que je vous ai mentionnées qui utilisaient le SWIFT, sont également maintenant reliés dans ce système-là, qui relie également là, certains pays de l'Asie du Sud-Est, entre autres la Chine, il faut soulever également là, au-delà des pays de l'Asie du Sud-Est. Et certains mentionnent que le fait que ce système-là existe, le fait qu'il est déjà opérationnel depuis 2014, c'est un peu justement dans une logique de protéger la Russie de cette énorme sanction que serait le retrait justement de l'utilisation du SWIFT en Russie. Donc il y a un peu cette logique-là qui amène un peu un doute sur le fait de dire, ok, oui, ça pourrait être drastique, sur papier, ça semble énorme, mais des alternatives, tu l'as bien dit, Gab, existent, et la Russie en a même mis en place une elle-même qui fonctionne très bien, avec
des alliés, si on peut dire un peu, ou pas nécessairement des alliés, mais des pays qui sont un petit peu plus proches de la Russie que le sont les Occidentaux. Donc, qu'est-ce qui peut se produire, encore une fois, dans le concret, maintenant qu'on sait que justement ça va être abordé avec certaines banques russes, et encore une fois, c'est appelé à peut-être être unilatéral dans les prochains jours. On sait que la situation évolue à vitesse grand V, mais ça va être intéressant de voir parce qu'il y a toute cette stratégie-là de dire, ben, la Russie semble malheureusement avoir planifié son coup de manière énorme, que ce soit avec toute la logique du change, là, qu'il y a eu une quantité énorme de devises qui ont été obtenues là, dans les derniers mois, dernières années, mais le fait également qu'au final, la fameuse sanction par excellence, le SWIFT, ben, il y a déjà une alternative qui existe, qui n'est pas parfaite, mais qui est quand même présente. Ça amène un bémol justement sur ces sanctions-là, et je pense que c'est ce débat-là dans la société qui est quand même assez intéressant. La société occidentale, c'est pas tout le monde qui semble justement s'entendre sur l'utilité de cette sanction SWIFT-là, ou sur du moins l'ampleur de cette sanction-là. Et c'est également particulier de voir que bien, les intérêts nationaux de certains pays occidentaux, comme l'Allemagne, comme on l'a soulevé par exemple, viennent un peu brimer aussi l'application de cette fameuse sanction-là, parce que, encore une fois, l'Allemagne doit continuer à obtenir tout de même le gaz qui représente, je pense, c'est 55% là, de leur utilisation de ressources, ça provient de la Russie. Donc, il y a toute cette logique-là. On espère, encore une fois, le but des sanctions, et je pense que, Gab, on est sur le même avis là-dessus, et je pense que la majorité de nos auditeurs également, on espère que les sanctions vont avoir justement un effet. Donc, moi, je vais être plus du côté optimiste de dire oui, j'espère que cette sanction-là va amener effectivement une certaine utilité concrète là, sur le fait de ramener la situation à la normale, ou du moins de calmer les choses un peu. Mais effectivement, là, je pense qu'il y a quand même un doute raisonnable qu'on peut se poser. Et comme tu l'as dit, je pense que là, quelques années, lorsque Swift était un peu la nouveauté ultime, post-Telex, comme tu l'as si bien dit, je pense qu'il n'y avait vraiment pas d'autre alternative. C'était une sanction qui aurait été absolument efficace, il y a 10 ans. Mais maintenant, le système financier évolue tellement à vitesse grand V, et encore une fois, les alternatives sont fonctionnelles et sont existantes. C'est ce qui est un peu à craindre, et c'est ce que plusieurs experts ont également soulevé dans les derniers jours, depuis qu'on a justement parlé là, de ce dernier jalon-là, de cette dernière sanction ultime là, que les pays occidentaux, que l'OTAN pouvait mettre en place. Là. Oui, puis je partage effectivement ce qui a été dit précédemment, et après, c'est vrai que le fait que maintenant tu aies une alternative potentielle, c'est vrai que c'est un risque que maintenant tu aies des systèmes concurrents aussi qui se développent, ce qui fait que les Américains auront moins ce levier-là, en tout cas de négociation pour les prochaines fois. Donc, encore une fois, on a encore beaucoup d'incertitudes par rapport à la réelle application justement de ces sanctions-là justement sur Swift. Et je pense qu'on va détailler ça plus en détail, évidemment, dans la deuxième partie, plus dans le place au débat. Qu'est-ce que tu en penses? Exactement. Donc, pour la partie Swift, comme on l'a dit, c'était un petit peu de faire une introduction quand même assez sommaire là, du concept. Allez lire là-dessus. Comme tu l'as dit, Gab, ça existe depuis très longtemps. C'est hyper pertinent, encore une fois, pour vos transferts que vous faites vous-même, ou les transferts que votre banque fait pour vous. Peut-être que vous avez jamais entendu parler de ça, mais c'est quelque chose d'assez courant. Donc, très intéressant quand même de comprendre ce système de messagerie-là, et de voir justement l'ampleur que ça a. Mais effectivement, là, on va probablement effleurer encore une fois le sujet là, qui va se poursuivre dans le deuxième segment qu'on peut lancer à l'instant, le place au débat. Parfait. Donc sujet qu'on veut encore une fois poursuivre. Là, l'axe cette fois-ci est beaucoup plus large. Là, on veut parler, et je lisais un peu sur ce que votre ministre de l'économie en France, le Bruno Le Maire, là, mentionnait tout récemment là, sur Europe 1. Et effectivement, qu'est-ce que je fais de mes samedis? Vous pouvez vous questionner. Effectivement, je le fais moi-même à l'instant. Mais en fait, c'est de regarder un petit peu l'axe de tous en bon anglais, le package de sanctions qu'il y a présentement en place. Mais quel est l'impact sur les économies occidentales également? On ne veut pas nécessairement mettre l'emphase sur ce qui se passe en Russie, on ne veut pas nécessairement parler de l'emphase de ces sanctions-là en Russie. Je pense que c'est quelque chose qui encore une fois, apporte plus de débat encore. À mon avis, je pense que c'est pertinent de regarder un peu dans nos cours. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact, sachant, et vous vous souviendrez de pas si longtemps que ça, on parlait justement d'une revue économique. On a fait ça, je pense, vous l'avez 3-4 épisodes où on était dans un contexte où l'inflation était, toute fin pratique, on dira pas hors de contrôle, mais je pense que c'est le dernier épisode justement où on ciblait un peu les manœuvres des banques centrales. On avait une économie qui avait encore le pied dans le tapis. On était un peu en sortie de pandémie avec des astérix. Ça, c'est pas encore terminé. Mais on avait une économie qui portait pas nécessairement très très bien avec, comme on l'a dit, l'inflation était assez énorme, la chaîne d'approvisionnement fonctionnait pas super bien, c'était pas le contexte économique le plus parfait. Et là, on se retrouve quand même avec des sanctions qui, qu'on le veuille ou non,
les sanctions qui sont imposées face à la Russie restent quand même sur un pays qui, surtout en Europe, a des retombées assez significatives sur justement les activités locales de bien des pays. On a nommé l'Allemagne en première partie, puis on va probablement en reparler encore une fois dans la deuxième, mais il faut quand même regarder, c'est pas des sanctions qui n'auront pas aucun rebond sur les économies occidentales, donc c'est un peu l'axe qu'on veut voir, c'est un peu l'axe qu'on veut parler. Peut-être parler également, là, surtout, là, je pense que le débat, et Gare, peut-être je te passe la balle là-dessus, et c'est ce que M. Le Maire parlait, là, c'est de voir justement, c'est certain que la période qu'on a présentement est très courte là, depuis l'application des sanctions, mais on semblait remarquer que l'impact des sanctions et un peu le fait de mettre de côté la Russie complètement là, du système financier et de l'économie, là, plus globalement, n'avait pas un impact aussi majeur sur les cours du pétrole que sur les cours du gaz. Donc d'une certaine manière, c'est une bonne nouvelle que le pétrole se porte mieux. On sait que les commodités et la hausse des cours des commodités allait encore une fois entraîner de l'inflation assez majeure parce qu'on a des commodités dans chaque segment de la chaîne d'approvisionnement et de la consommation, on se le cachera pas. Là. Au moins, le fait que le pétrole, c'est pas aussi significatif, c'est une bonne nouvelle, mais le gaz, je crois que c'est le point de contingence le plus intense, le levier et ce qui va avoir le plus gros impact que ces sanctions-là vont avoir sur l'Europe. Je pense que c'est effectivement le gaz et c'est peut-être là-dessus que je peux te laisser, Gab. La dépendance avec l'approvisionnement russe est quand même assez significative. Peut-être pas tant en France, je crois que c'est à peu près 20%. Là. Mais quand on Ça, parle c'est de quand même l'Europe énorme. at Hein. C'est quand même c'est quand même énorme, hein. exact. Mais quand on parle de l'Europe at large, je pense que c'est 40, puis on a dit justement l'Allemagne c'est 50-55. Là. Exact. Puis je sais que l'Italie, c'est aux alentours de 30%, parce que c'est des chiffres qui passent sans arrêt là, depuis les derniers jours. Là, je lis... vous le savez, je pense que je l'ai déjà dit, puis je sais qu'en source, je le mets souvent le New York Times, ce qui je trouve est une bonne référence, malgré que je peux avoir parfois des petits désaccords au niveau de la ligne éditoriale, pardon. Mais c'est très complet, souvent leurs dossiers sont très beaux, là, mais je dirais, ouais, c'est vrai que en tout cas, le gros levier de négociation, évidemment, de Poutine, c'est évidemment l'énergie. On sait que sur le gaz naturel, évidemment, c'est le plus gros producteur mondial, à mon souvenir. Là. Donc, évidemment, il approvisionne toute l'Europe, donc y compris l'Allemagne, qui, évidemment, se sent vraiment en difficulté en ce moment, parce qu'elle est dans une pente elle est un peu sur une pente raide, hein, c'est de dire, bon, j'ai besoin de la Russie, parce que sinon, je me chauffe pas, j'ai pas d'électricité. Mais de l'autre côté, je dis, il faut appliquer des sanctions qui sont fermes et évidemment importantes. Je te dirais un autre levier qui, je trouve, on n'a pas assez parlé, en tout cas depuis le début du conflit en Ukraine, c'est les céréales. On le sait que la Russie et l'Ukraine ils produisent un tiers du blé dans le monde. C'est énorme. L'Ukraine d'ailleurs était considérée pendant longtemps comme le grenier à blé évidemment de l'Union soviétique. On le sait que d'ailleurs évidemment dans les années 30 ça a été évidemment un désastre économique avec la collectivisation des terres, donc avec la kolkhoisation pardon, des terres. Donc quand on a créé les kolkhozes du temps de Staline, et évidemment des purges qu'on a connues en Ukraine, qui ont conduit évidemment à l'Holodomor, donc la mort par la faim, donc qui était considéré comme le génocide ukrainien, là, donc quand évidemment il y a eu la grande famine en Ukraine, mais tu vois, c'est ça qui est évidemment un levier important aussi dans la négociation, c'est les céréales. Je sais que l'Égypte, par exemple, se fournit à 90% de blé russe. Donc pour te dire que c'est pour ça que l'Égypte n'a pas formellement condamné évidemment l'invasion de l'Ukraine. Et tu vois que la plupart des pays d'ailleurs qui sont copains avec Poutine ont de la difficulté à condamner. On voit évidemment la Syrie, on sait que Bachar el-Assad et Vladimir Poutine sont peut-être les meilleurs amis du monde. Même chose pour Cuba et le Venezuela, qui sont peut-être pas des exemples de démocratie. La Corée du Nord aussi, je pense, est très copain aussi avec la Russie. Mais la plupart du reste du monde, tu vois, sont été évidemment condamnés évidemment unilatéralement évidemment cette attaque qui, je pense en plus non seulement est d'un point de vue militaire, évidemment, on l'a dit en début d'épisode, horrible, mais je pense qu'elle amène évidemment d'énormes conséquences aussi militaires aussi pour l'OTAN, etc. Donc c'est des questions qu'évidemment qu'on va se poser durant ces prochaines années. Quant à la production énergétique, pour revenir là-dessus, c'est vrai que la question de l'approvisionnement énergétique aussi aujourd'hui va se poser, savoir où est-ce qu'on va aller chercher ce gaz-là. La bonne nouvelle pour nous, Canadiens, là je te parle, même si tu m'auras compris là, mais ici c'est qu'on a des réserves de gaz, du gaz de schiste, mais qui est évidemment beaucoup plus coûteux.
Et il y a la question de la liquéfaction aussi qui se pose qui se pose en question. C'est que on ne peut pas reconstruire des centrales nucléaires en 10 ans. L'Allemagne a fait un pari qui était dangereux, qui était osé, mais qui a complètement foiré. C'est de dire on quitte le nucléaire. Quand il y a eu Fukushima, ils ont dit non, on arrête complètement. C'était un pari politique de Merkel, mais qui aujourd'hui s'avère non seulement être un désastre écologique, parce qu'aujourd'hui on se chauffe en Allemagne avec du charbon, on produit de l'électricité avec du charbon et on se chauffe au gaz. Et cette dépendance, elle fait que tu es vraiment dans une relation de faiblesse par rapport à Poutine. Il faut avouer aussi que l'Allemagne a une relation de faiblesse tout court militairement, parce que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils sont non seulement dénucléarisés, enfin ils n'ont jamais eu l'arme atomique, mais ils sont démilitarisés complètement. Enfin, je crois que l'armée allemande est limitée à un certain nombre d'hommes et elle est faite à des fins passives. Donc aujourd'hui, en fait, la grosse difficulté, c'est ça, c'est que tu as de la difficulté à avoir des leviers de négociation importants parce que le levier de négociation ultime, c'est l'arme atomique, c'est la France qui l'a, c'est le Royaume-Uni, c'est les États-Unis qui l'ont. Mais la Russie a un stock de têtes d'ogives nucléaires qui est le plus important au monde, en fait. Légèrement plus important que les États-Unis. Je crois que c'est à peu près 5100 têtes d'ogives nucléaires. Je ne sais pas à quoi vraiment ça correspond d'ailleurs. Enfin, on le sait tous que évidemment c'est la fin de l'humanité. Hein. Si c'est le cas, ça explose. Bon, c'est un peu la fin. Ça aurait été un plaisir si jamais c'est le cas. Entre-temps, si l'épisode est publié avant en tout cas que ça arrive, mais bon, ça aurait été un plaisir de vous connaître. Mais pour vous dire que c'est vrai que c'est une situation très particulière parce que tu as ces leviers de négociation, mais qui ont des conséquences, tu veux, au pays. Bruno Le Maire l'a bien mentionné, hein, il a dit clairement, on sait qu'on va avoir la difficulté sur les matières premières, sur les céréales, sur les denrées, évidemment, les ressources énergétiques. Surtout que les prix aussi du gaz avaient déjà pas mal augmenté avec l'effet pandémie. Donc l'effet combiné pandémie plus Ukraine, ça va être évidemment un détonateur. Et ça va se poser aussi dans les prochaines semaines avec les élections qui arrivent, en tout cas en France. Et on sait que la question du pouvoir d'achat, évidemment, est au centre des préoccupations, je pense, des Français. Et le fait d'avoir un gaz peu accessible, là, ça va poser peut-être problème en tout cas pour Macron. Même si évidemment, je pense que le français, tu m'excuseras du terme, moyen, va comprendre que malheureusement, c'est pas de la faute du gouvernement français, c'est de la faute malheureusement des marchés mondiaux et puis évidemment de ces sanctions économiques là. Exact. Puis au-delà, je pense, comme on l'a dit, les commodités, l'impact sur les commodités était effectivement le retour, l'impact le plus majeur pour les économies occidentales, surtout comme tu as dit, en Europe. Un autre qu'on peut soulever, quand même assez important, on doit dire, c'est un peu cloisonné la Russie, mais pour des entreprises canadiennes et américaines, on s'entend que c'est moins majeur, mais en Europe, il y a quand même énormément de commerces qui se font pour des entreprises de toute taille, et on peut penser entre autres aux PME, c'est souvent des entreprises qu'on oublie, mais les PME, le fait de couper complètement la capacité de faire d'affaires avec la Russie, pour l'Europe du moins, ça a quand même un impact assez significatif également, au-delà justement de la capacité à faire des affaires avec des clients ou peu importe des partenaires russes. Il y a aussi toute la logique de cybersécurité. C'est quelque chose qui n'est pas directement lié aux sanctions, mais c'est quelque chose qui peut très bien revenir comme un détour, comme un retour de la Russie pour les sanctions qui ont été mises en place. Et on s'entend que la cybersécurité, c'est quelque chose qui est assez notoire. La Russie a le don d'aller jouer dans les affaires de bien des pays. On s'entend, les élections américaines à l'époque ont été assez notoires pour ça, mais je pense que c'est un risque quand même assez considérable. Donc moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est un peu cette logique-là aussi. Tout ce qui est l'industrie, tout ce qui est justement le monde des affaires, surtout en Europe, le fait de mettre un X sur les relations commerciales avec la Russie, je pense que ça peut avoir beaucoup d'effets néfastes et on le dit souvent, c'est littéralement ça. On est en sortie de pandémie, s'il y a bien une période où on aurait espéré ne pas avoir une deuxième guerre froide et peut-être, comme on l'a dit, une troisième guerre mondiale, c'est bien dans le contexte si les PME ont déjà assez de difficultés à avoir survécu les 2 dernières années. Je pense que c'est pas la meilleure chose que d'avoir des impacts comme ça. Donc c'est certain que ça c'est un retour des choses. Et l'autre point que j'avais également, le fameux retour sur les économies occidentales, je pense qu'on peut le soulever. C'est même pas un terme français, je crois, mais je vais quand même l'utiliser. C'est la compartimentalisation de la finance mondiale. C'est un peu justement de tracer une nouvelle ligne, le mur de Berlin 2.0 un peu. Donc de vraiment mettre
la Russie et la majorité, là, justement, comme on l'a dit, la Corée du Nord, la Chine, les pays d'Asie du Sud-Est qui sont pas forcément proches de l'idéologie de Vladimir Poutine, mais qui, à cause de l'intérêt pour les commodités et pour l'utilité des commodités russes pour leur croissance, ont quand même aussi là, certaines affinités, malheureusement, ou vont être un peu de leur côté. D'un côté, et de l'autre bord, avoir vraiment l'Europe et l'Amérique du Nord en grande partie qui vont être ensemble. Donc, c'est ce qui est un peu inquiétant. Là. On semble voir, et c'est tout à fait normal, je pense, avec l'ampleur de ce qui se passe présentement en Ukraine, que les sanctions soient absolument mises, là, pas sans réflexion, là, mais qu'on mette littéralement tous les packages possibles pour justement là, dissuader le plus possible là, des atrocités qui se passent présentement. Mais c'est certain que dans un scénario où l'Ukraine reste l'Ukraine, la Russie ne réussit pas à faire la conquête de ce pays-là, ça reste que ces sanctions-là ne sont pas appelées à disparaître de sitôt et le fait que ces sanctions-là vont rester très longtemps, c'est certain qu'il va y avoir un retour de la Russie envers justement les pays occidentaux et c'est là où on va voir encore une fois l'impact. C'est pas seulement militaire, comme on l'a dit, c'est très axé également sur les affaires, très axé sur la cybersécurité. Et s'il y a bien quelque chose qui n'est pas optimal dans un contexte où l'économie mondiale est en reprise mais n'allait pas très très bien, ben c'est effectivement de faire face justement à ce genre de menaces-là, sans parler du militaire. On laisse le militaire de côté. Là. Je pense que juste les limitations commerciales et les risques de cybersécurité qui peuvent littéralement détruire des PME left, right, center, comme on dit en anglais, ça pose quand même sa part de problèmes, sa part de réflexion également. Et c'est ce qui m'inquiète. Comme je dis, je suis tout à fait à l'aise avec les sanctions, mais j'ai hâte de voir si dans 6 mois, dans 12 mois, où est-ce qu'on va en être avec cet impact-là. Et selon moi, l'impact sur l'économie mondiale va être 100 fois plus que ce que la pandémie aurait été. Et honnêtement, en début 2022, j'aurais jamais pensé qu'on ait encore une fois un contexte d'événements qui va nous amener à avoir des mois et des mois et des mois avec un peu d'incertitude économique. Là. Je pense que c'est quelque chose qui est assez déplorable pour l'humanité. On va pas faire un changement soudain là, de sujet de la finance et de l'économie là, vers un contexte humanitaire, là, mais on s'entend que j'avoue que en tant que je m'auto-déclare citoyen du monde d'une certaine manière, là, j'avoue que de voir ce genre de situation-là à cause de lignes arbitraires tracées sur le sol de la Terre, là, je trouve que c'est un peu ridicule alors qu'on se bat entre humains pour des causes de leaders qui sont cachés dans dans la magnifique ville à Moscou. Ouais, bah là on s'égare un peu, mais je te dirais, c'est vrai que la question évidemment des sanctions, elle se pose, et de savoir est-ce que c'est trop tard, est-ce que on a fait assez, etc. C'est tout ce qu'il y a à penser, parce que c'est vrai que tu veux pas qu'il y ait de dommages collatéraux à ton économie, là, mais on sait que on pense principalement que là, après Swift, on sait que ça va être plutôt vraiment d'envoyer des armes, en tout cas à Kiev. La bonne nouvelle, je te dirais, dans l'affaire, c'est quand même, il y a quand même un unisson, je te dirais, à l'international, et je pense que Vladimir Poutine a fait une très grosse erreur. Je me permets de faire ma rubrique géopolitique pendant 30 secondes, si tu le permets, là, mais je pense qu'il a fait une très grave erreur dans le sens où aujourd'hui, il passe pour un vrai paria aux yeux de la scène internationale. T'as vu, il a encore... un criminel de guerre, hein, plusieurs personnes le soulèvent. Exact. Puis d'aller refaire effectivement aussi des menaces contre la Finlande et la Suède qui sont pour le coup vraiment, je pense, des pays pacifiques. J'y suis jamais allé, je sais que tu y es allé, toi, JP. Je sais que je pense pas qu'il y a des gros militaires en Finlande. C'est un pays évidemment pacifique, tout comme les pays baltes, mais je pense que eux, ce qu'ils veulent juste, c'est avoir leur indépendance, avoir leur souveraineté. Et c'est quelque chose qui est normal, tu sais, nous on s'en rend pas compte, français, tu m'excuses, là je repasse de l'autre côté de l'Atlantique, mais ou même canadien, on est très attaché à faire nos affaires entre nous, tu sais, à avoir notre indépendance, mais là cette ingérence est à proprement parler insupportable. Je te dirais c'est une espèce de politique de dire si vous faites pas ce que on dit, bah on vous envahit. On bombarde vos écoles, vos hôpitaux, vos orphelinats. C'est inacceptable. Et je te dirais, là, le problème, c'est qu'on n'est pas allé assez loin, assez tôt, si tu veux. Aujourd'hui, Poutine, vraiment, encore une fois, a assez marge de manœuvre parce que c'est le leader incontesté, si tu veux, d'un bloc. Après, tu vois, le fait que, tu vois, les Chinois aussi ont quand même condamné, encore une fois, cette invasion assez fermement. C'est aussi un bon signe. Je te dirais aussi l'autre bon signe, c'est quand même au niveau sur le terrain militaire. Alors là, évidemment, on parle
à la situation du... là, il est 1h du matin à Kiev, là, pour le coup. Maintenant, j'ai l'horloge de Kiev aussi sur mon téléphone. Donc, pour suivre, j'essaie de suivre à chaque heure ce qui se passe. Tu vois, même au milieu de la nuit, je me suis réveillé cette nuit-là et je suivais ce qui se passait. Et il semble quand même que sur le terrain militaire, Vladimir Poutine semble avoir plus de résistance que prévu. C'est peut-être aussi une méconnaissance aussi peut-être de ce peuple-là qui veut juste survivre, qui veut juste être tranquille chez lui, tu vois. Absolument. Tu viens entre guillemets, sans foi ni loi, attaquer un pays, entre guillemets, innocent, même si, bon, ils sont pas non plus exempts de tout reproche, c'est un pays quand même très corrompu, etc. Enfin, il y a énormément de problèmes, mais ils veulent rester chez eux, tu veux. Et je trouve que c'est une mauvaise connaissance peut-être du terrain et peut-être de la politique aussi intérieure qui fait qu'aujourd'hui, ils ont de la difficulté à avancer les forces russes, et très bien comme ça, tant pis pour eux, puis fuck them, tu m'excuseras du message, mais tu m'excuseras pour le mot un peu grossier, mais c'est peut-être une mauvaise connaissance, c'est ça, du contexte géostratégique, tu vois. Et je pense aujourd'hui, il y a vraiment cette logique de sanctions complètes, si tu veux. Ça va faire que Vladimir, il va se retrouver sans les devises étrangères qui se tiennent tant à ça. J'avais pensé aussi à un autre truc, juste pour terminer là-dessus, parce que je vois que l'horloge tourne, et tu vois, et peut-être qu'aussi les événements, aussi, pendant qu'on parle, se déroulent. Il faut rappeler aussi que la Russie a la chance de quand même de assez peu importer, assez peu exporter. Mais elle importe beaucoup des produits à haute valeur ajoutée qui, je pense, vont pas plaire à l'intérieur, tu vois. Je pense à un exemple très bon, mais le plus gros, la marque la plus populaire de voitures en Russie, c'est Renault. Tu vois. Et pour te dire que c'est le côté français, non, va être affecté évidemment par évidemment la fin des ventes et officiellement à la Russie, là, parce qu'on va plus en exporter une seule qui va partir, en tout cas d'une usine française, mais celles qui sont produites sur place évidemment vont continuer à tourner là s'il y a des usines locales. Je n'en sais trop rien là, donc tu m'excuseras de ma faible connaissance sur ce sujet-là. Mais la question, c'est de savoir, est-ce qu'à l'interne, ça va survivre? Parce qu'on sait qu'en Russie, pendant qu'on se parle en ce moment, il y a des manifestations monstres avec aussi des arrestations qui sont proprement parlé insupportables. Peut-être que c'est à l'intérieur que ça va péter. C'est à l'intérieur de la Russie ou de la Biélorussie qu'on sait que c'est cette espèce d'autre État, tu m'excuseras encore une fois du terme voyou, qui a décidé plus de s'allier, de faire un pacte avec le diable. C'est un peu c'est ça qui va être intéressant de suivre, et je pense que c'est malheureux, mais c'est une erreur stratégique, je pense, justement de s'être fait passer pour un paria aux yeux évidemment de l'humanité tout entière. Et je pense que là ça va barder, et en tout cas je souhaite que nos amis ukrainiens puissent supporter le plus possible, et on espère que les civils seront en sécurité le plus possible. Et en tout cas c'était un épisode un peu spécial. Allez, dernier point, et après je me tais, je te promets. On sait qu'aussi à l'intérieur maintenant il y a un boycott assez important, par exemple de produits russes, comme par exemple la vodka, et même et évidemment les fameux œufs là, tu m'as perdu là, Le caviar? oui, le caviar, exact. Excuse-moi, j'ai eu un blanc qui est passé en quelques secondes. On le coupera pas au montage, vous m'excuserez, chers auditeurs, mais bon. Tu vois, avec évidemment des sanctions qui sont purement symboliques pour le coup, mais qui peuvent avoir un impact, je te dirais, plus réputationnel, encore une fois, sur ce qui se passe en ce moment. Et encore une fois, merci à nos amis ukrainiens. On souhaite qu'ils aillent bien. Exactement. Donc, c'était comme on l'a dit, un épisode un peu teinté. On n'avait pas vraiment le choix. Là, encore une fois, je pense que je ne compte pas les heures que j'ai passées à écouter les nouvelles et CNN. Là, donc, je pense qu'on n'avait pas le choix de faire un tour d'horizon. Donc, effectivement, espérons que les sanctions, on a eu des nouvelles favorables avec l'entente, justement, comme tu as dit, le mur complet de l'OTAN qui ont décidé d'aller de l'avant. Donc, on va espérer que les impacts soient considérables et soient rapides pour justement aider du mieux possible, même si, effectivement, l'OTAN ne va pas aider directement l'Ukraine dans les combats, sauf armes, comme tu l'as si bien mentionné. Là, on va espérer que ça aide la cause là, des Ukrainiens qui se battent très fort et qui montrent effectivement un courage qui est absolument loyable. J'avoue que c'est assez impressionnant, et mon niveau de respect est absolument incalculable pour cette nation. C'est absolument impressionnant de voir ça. Donc, c'est ce qui complète l'épisode d'aujourd'hui. Donc, comme on l'a dit, là, on l'a enregistré en ce samedi soir là, pour nos amis européens, début de nuit le dimanche. Donc, c'est sûr que les choses vont être appelées à changer avant la publication de lundi.
On verra qu'est-ce qu'on fait dans l'épisode de la semaine prochaine, dépendamment de ce qui se passe. Là, la situation change de minute en minute, donc on verra là, pour la suite du prochain épisode de la semaine prochaine. Mais d'ici là, et comme toujours, sur une note là, un petit peu plus positive, Gab, je te laisse faire le mot de la fin là, du podcast. Oui, n'oubliez pas de partager notre contenu. Si ça vous a plu, vous savez qu'on pouvait vous retrouver sur toutes les plateformes audio, Apple Podcast, Spotify, Overcast, Google Podcast, Amazon Podcast, Deezer, bref, toutes les plateformes disponibles. Vous pouvez aussi, n'oubliez pas, nous mettre un petit commentaire, des petites étoiles aussi pour nous remercier ou nous donner vos pistes d'amélioration parce que vous le savez, ce podcast-là, nous on le fait avec grand plaisir à chaque semaine, tu vois, on le fait vraiment de manière bénévole, hein, c'est notre hobby, tu vois. JP, toi, tu as un emploi à temps plein, moi je suis étudiant, vous le savez, là, donc on fait ça vraiment pour vous faire plaisir. Et puis bon, nous aussi, ça nous fait... Absolument. On adore faire ça. Moi, personnellement, c'est un rendez-vous que j'adore à chaque semaine, en tout cas discuter, même, tu vois, de sujets très généraux. Là, tu vois, aujourd'hui, c'était en tout cas la situation Ukraine-Russie. Mais comme on le fait à chaque semaine, c'est vraiment avec grand plaisir qu'on le fait. Et donc, si jamais vous avez besoin de nous envoyer un petit message, n'hésitez pas. On a l'adresse courriel et aussi les commentaires YouTube. On vous recommande de faire comme ça tout le monde peut voir aussi. On peut débattre aussi. Et en tout cas, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Bonne semaine tout le monde. Salut.